Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Ça me fait assez plaisir de me déplacer un petit peu, de sortir de Bordeaux, en vrai. Je vais vous parler d'apprentissage par renforcement, qui est une des façons de réaliser des apprentissages automatiques qu'on n'a pas trop abordé. On a vu du non supervisé, on a vu du supervisé. Je vais vous parler de renforcement. Pour me resituer un petit peu, parce que je me suis un petit peu comme Tristan éloigné de la bioinfo, j'ai un parcours très teinté bioinfo avec le DUT d'Aurillac, le master à Poitiers et un doctorat ensuite à Clermont-Ferrand. Je me suis intéressé à des problématiques de traitement de données omiques en général. J'ai fait de la reconstruction de génome avec notamment des grosses problématiques sur comment est-ce qu'on représente les séquences pour aller les emmener dans des algos de clustering. Ça, c'était pour ma vie de bioinformaticien. Et ensuite, j'ai un petit peu dérivé sur la techno vraiment des réseaux de neurones, avec du deep learning et du deep reinforcement learning, où j'ai fait de la détection d'anomalies, de la traque d'objets dans des images quelconques ou dans des séries temporelles. C'est vraiment plus du traitement de signal. Et pour la partie renforcement, donc là, on fait du contrôle de drone. Donc on envoie un drone dans la nature, il a sa petite caméra et il faut qu'il se déplace tout seul. Il a une mission à remplir. De l'aide à la décision, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu évoquer avec de l'aide à la décision dans le domaine médical, et différentes problématiques, coopération, planification, exploration. Ça, c'est vraiment le background. Et je voulais commencer surtout par vous montrer un peu l'influence de la biologie sur le machine learning, c'est-à-dire que nos capacités d'apprentissage, à nous, êtres humains, mais enfin, même pour tous les animaux en vrai, viennent essentiellement de notre cerveau. Ça a inspiré des méthodes en machine learning, et le machine learning inspire aussi des modèles. Celui-là, il est un peu vieux, il date de 2000, il a été raffiné depuis, mais ça inspire aussi des modèles pour comprendre aussi comment fonctionne le cerveau. Donc c'est vraiment un échange qui se fait dans les deux sens, entre biologie et informatique, machine learning en tout cas. Et donc c'est super intéressant, et ça m'arrange beaucoup parce qu'on a parlé donc d'apprentissage non supervisé, on a parlé d'apprentissage supervisé, et moi je vais cocher la dernière case avec le renforcement. Comme ça c'est complet. Je reviens très rapidement dessus, l'apprentissage supervisé. On a des données, admettons des petites imagettes qui contiennent des chiffres manuscrits. On veut savoir quel est le chiffre qui est noté dessus, et donc on va entraîner un réseau de neurones. Alors ici c'est un réseau de neurones à convolution. Les convolutions sont les poids des convolutions sont les paramètres à entraîner, et donc là on a tout un algo. Donc on va faire concrètement des multiplications pour aller dans un sens, on va mesurer une erreur, et on a un algorithme qui s'appelle la rétropropagation qui va permettre de corriger les paramètres pour affiner la prédiction. Ça, c'est le cas quand on a le luxe d'avoir à la fois les données d'entrée et les sorties attendues, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand c'est des chiffres, trouver des bases de données de chiffres, ça va, c'est facile. Quand on veut faire de la traduction automatique, eh ben on peut peut-être aller regarder sur Wikipédia, on va faire des correspondances sur des articles. C'est des données qui peuvent exister, mais quand on va aller chercher des informations de est-ce que ce moteur de fusée fonctionne bien ou pas, j'ai pas des moteurs de fusée sous la main comme ça tous les matins. Donc l'acquisition des données et l'acquisition des labels est potentiellement très complexe. Et donc pour ça, on a une autre façon d'apprendre des réseaux de neurones. Donc, toujours le but, c'est d'avoir une fonction qui, si elle voit quelque chose, en fonction de l'entrée de l'information que je lui donne, elle va me donner une action à réaliser, ou un conseil, si c'est de l'aide à la décision, ou ça peut être de la classification binaire, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Ça peut être, on va le voir après, de la conduite autonome, où le véhicule va me dire tourne à droite, tourne à gauche. L'idée, c'est d'avoir donc une fonction, bon, ici elle s'appelle Piteta, mais c'est de la notation, qui, en fonction de ce qu'elle voit, va décider d'une action. Sauf que je ne peux pas dire, quand tu vois ça, c'est cette action-là que tu dois faire. Par contre, ce que je peux lui dire, c'est quand tu vois ça, certes, tu vas faire cette action-là, et par contre, tu vas gagner ou tu vas perdre des points par la suite. C'est vraiment un principe d'essai et d'erreur, comme on peut en voir dans biologie comportementale. Et en fait, on va utiliser cette information de récompense pour entraîner cette IA. L'objectif, en termes d'optimisation, l'objectif, c'est vraiment de maximiser la somme des récompenses. Donc, il faut qu'on gagne le plus de points possible. Pour prendre un exemple très concret, on va prendre un jeu d'échecs.
on voit donc ce qui rentre dans le réseau de neurones. L'observation, c'est l'état du plateau, où sont les différents pions. Donc ça, c'est une matrice avec des 0 et des 1 et des moins 1. Notre réseau de neurones, il va me dire, eh ben, cette pièce-là, tu vas la déplacer de ici à ici. Moi, j'ai mon simulateur de jeu d'échecs qui constitue mon environnement. Voilà, je vais dérouler une partie, il va réaliser des actions. Et à la fin de la partie, on va pouvoir dire, t'as gagné, t'as perdu, il y a échec et maths, égalité, etc. Et on va utiliser cette information pour affiner les prédictions qui ont été faites. Et au bout d'un moment, mon réseau, il va apprendre que quand il se retrouve dans cette configuration, il perd systématiquement. Donc il a tout intérêt à éviter de se retrouver dans cette configuration du plateau. Et c'est comme ça qu'on va entraîner par essai et erreur notre IA. Donc là, j'ai pris le jeu d'échecs parce que c'est relativement parlant, mais on peut aussi l'appliquer à de la robotique. On va contrôler des robots. Donc là, c'est une main robotique, le petit exemple à côté, qui résout un Rubik's Cube. Donc elle voit le Rubik's Cube du dessus, elle connaît la position de sa main, et il faut qu'elle actionne ses petits moteurs pour résoudre le Rubik's Cube à une seule main, ce qui est déjà assez difficile quand on est un humain. Et on peut aussi faire de la conduite autonome, d'autres jeux, on peut faire des moteurs de recommandation. Je ne l'ai pas dit, je travaille dans une start-up, je risque de faire 2-3 anglicismes, et qui s'appelle Delphox, et j'ai noté par une petite toupie les petites choses qui nous intéressent en particulier à Delphox. Et nous, on fait du coup pas mal d'aide à la décision et beaucoup de contrôle en lien avec la robotique, donc. Je vous montrerai des exemples. Et du coup, je vais vous dresser un très rapide panorama de ce qui se fait en apprentissage par renforcement quand on met des réseaux de neurones derrière. Ça existe aussi, l'apprentissage par renforcement sans réseau, mais j'en fais pas, donc j'en parlerai pas. On a deux très grandes familles de méthodes qui sont le modèle FreeRL. Donc je ne sais pas comment fonctionne le monde, je peux juste l'observer. Ça veut dire qu'à un moment, je vais devoir prendre une décision. Je ne peux pas essayer des choses dans le futur, revenir dans le présent et dire « Ah oui, vu tout ce que j'ai testé, c'est cette décision-là qu'il fallait prendre ». Ça, c'est plus pour les cas pratiques de la vraie vie. Et on a du model based, donc là, je connais le futur, je sais comment il va se dérouler. Typiquement, une partie d'échecs, je peux dire « Oui, je vois le plateau à ce moment-là, je vais essayer différentes combinaisons dans le futur, je reviens dans le présent, c'est cette combinaison-là que je choisis, hop, et je fais avancer la réalité. » Avec des algos, donc j'ai noté ceux que moi qui m'intéressent, PPO, DDPG, AlphaZero, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet. Par contre, je vais vous présenter quand même deux grandes applications de ces deux grandes familles. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de DeepMind, vous allez beaucoup en entendre parler dans les 10 minutes qui viennent. Une des premières grandes révolutions du Deep Reinforcement Learning, c'est les DeepQ Networks, qui ont permis en fait de résoudre d'atteindre un niveau humain à des jeux vidéo, qui sont des jeux d'Atari type casse-briques, et 48 autres jeux. Seulement en observant l'écran, donc vraiment je vois l'image de l'écran, c'est ce qui rentre dans mon réseau de neurones. J'applique mon réseau de neurones, ici c'est des convolutions comme on fait dans le traitement d'image. Et la sortie de mon réseau de neurones, c'est pas est-ce qu'il y a un chat ou pas dans l'image, mais c'est sur quelle touche de ma manette est-ce que je devrais appuyer à ce moment-là. Et en fait, on va s'entraîner comme ça. Donc mon simulateur, il va tourner. Moi, je vais appuyer en fonction de ce que je vois, je vais appuyer sur certaines touches de ma manette. Et je vais obtenir un certain score au casse-brique. Alors, je ne sais pas ce que c'est le score maximum au casse-brique, mais il se trouve qu'à force de s'entraîner comme ça en simulation, Breakout, c'est la 3e ligne. On dépasse excessivement le meilleur des joueurs humains avec une IA qui a juste appris à jouer à un jeu vidéo. Alors, les premières applications sont très orientées jeux vidéo, et puis des jeux vidéo qui sont dans le domaine public, c'est plus pratique. Donc ça, c'était une des premières grosses applications, des gros premiers succès, qui a un peu marqué le retour des réseaux de neurones, enfin l'entrée des réseaux de neurones dans l'apprentissage par renforcement. Il y a une autre méthode, ah oui, je ne l'ai pas dit, là on est en modèle free, c'est-à-dire que je ne connais pas le futur. À chaque fois que je vois quelque chose, je teste quelque chose, mais je ne vais pas pouvoir tester plusieurs hypothèses. Il faut vraiment que je fasse plusieurs parties pour jouer. Et en réalité, si c'était un joueur humain, ce serait un joueur qui joue pendant 10 000 ans à casse-brique, et qui deviendrait extrêmement fort. Mais ça, ce sera à la portée de n'importe qui peut vivre 10 000 ans. Une autre application, c'est AlphaGo, qui a aussi des petits descendants, qui a marqué un petit peu les médias. Parce que le Go, c'est un jeu extrêmement compliqué. Autant les échecs, c'était compliqué, mais IBM s'y est mis en 98, je crois.
Et ils ont réussi à battre le meilleur joueur humain. Et on pensait que le Go, c'était un problème qu'on ne résoudrait pas avant 2050. DeepMind est arrivé en 2016 et ils ont battu le meilleur joueur humain à ce moment-là, et 5-1, ce qui est pas mal, avec une méthode alors qui est model-based. Donc là, on connaît le futur, on peut prédire, on peut anticiper le futur. Et donc là, il y a un système de recherche dans l'arbre. Je vais prendre une décision, je vais tester, je vois ça, je vais tester un coup. Si je teste ce coup-là, je simule ce qui se passerait derrière. Je reprendrai ensuite ce coup-là. Je continue jusqu'à l'issue de la partie. Est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu? Si je juge que là, l'état où j'arrive, c'est une victoire, et ben c'est très probable que moi, je suis dans le présent ici. Il faut que je joue ce coup-là, parce qu'il m'emmène vers une victoire. Il se trouve que, alors l'arbre, c'est un arbre de décision, c'est un peu tricky, mais c'est pas non plus nouveau comme idée. Là où ils ont été très habiles, c'est que le parcours de cet arbre se fait à l'aide de deux réseaux de neurones. Un qui me dit quel est le coup que je vais jouer, quelles sont les probabilités, c'est ce qu'on voit ici, quels sont les coups intéressants qui vont jouer, et un autre qui me dit, si tu joues ce coup-là, quel est le score que tu vas obtenir, -1 ou +1 si tu gagnes ou tu perds. Et avec ça, du coup, ils ont battu le meilleur joueur de Go humain en 2017, je crois. 2016, ce qui n'était pas du tout attendu, vraiment. Donc, grosse performance de la part de DeepMind. On a d'autres succès aussi, donc ça, c'est vraiment des milestones. Donc, il y a AlphaZero qui a marqué quand même une première pierre. On a aussi OpenAI, qui est un autre institut, normalement à but non lucratif, qui s'intéresse à la question, qui joue à des jeux de type Capture the Flag, donc c'est un FPS, concrètement. L'agent, donc le réseau de neurones, lui, ne voit que l'image et 2-3 informations comme ses points de vie dans son entrée. Il décide de ce qu'il doit faire et il arrive à battre des équipes de meilleurs joueurs humains sans grande difficulté. Il sait se faire mettre en défaut aussi, mais il y a quand même un niveau de performance des IA qui est extrêmement élevé. Et ils ont appliqué ça aussi donc, à Quake 3, StarCraft 2, qui est un jeu extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'actions à faire. Dota 2, ça c'est une application un peu particulière parce qu'on joue en équipe. Donc, en plus de faire des joueurs individuellement très bons, ils ont réussi à faire des joueurs qui sont aussi en équipe extrêmement bons. Et là, pareil, on gagne des concours internationaux avec ça. Mais à la limite, ici, on était encore très branché jeux vidéo. Et du coup, des applications dans l'industrie qui ne sont pas forcément évidentes tout de suite. Par contre, depuis quelques temps, il y a des gens qui s'intéressent à des problématiques un peu plus vastes. Alors, ça ressemble toujours à du jeu vidéo. Là, j'ai des petits bonhommes qui doivent se cacher. C'est du jeu de chat et de souris. Ils doivent se cacher. Et en fait, au fur et à mesure, on va complexifier de plus en plus le jeu. Donc, au premier tour, ils sont dans une pièce, il n'y a pas d'obstacle. Donc, ils se font avoir tout de suite. Après, on commence à mettre des murs, on commence à mettre des obstacles. On commence à mettre des rampes. Là, on voit une rampe. Normalement, la rampe, elle commence à côté des rouges. Les rouges qui doivent trouver les bleus. Donc au début, les bleus, ils s'enferment juste. On rajoute une rampe. Les rouges prennent la rampe, puis ils vont passer par-dessus le mur qui va chez les bleus. Ensuite, les bleus apprennent que, ah oui, la rampe, c'est ça qui me fait perdre. Donc, je prends la rampe avec moi, je verrouille tout. Et là, les rouges ne peuvent plus gagner. Et en fait, ils ont poussé le concept tellement loin qu'au bout d'un moment, les rouges, ils apprennent que s'ils rentrent à fond dans ce coin-là, il y a un petit bug dans la physique qui font qu'en gros, ils se téléportent ici. Et ils ont gagné. Et en vrai, c'est marrant. Bon, ça prend 3 mois pour obtenir ça, mais c'est marrant. Donc ça, c'était vraiment des applications très démonstratives. C'est vraiment pour illustrer un peu la techno. Ça demande encore des puissances de calcul qui sont phénoménales, mais là, en même temps, on parle de DeepMind, d'OpenAI, qui sont des très gros, des poids lourds du domaine. Dans l'industrie, un petit peu plus en général, il y a aussi des applications du deep learning. On en parlait un petit peu tout à l'heure, plutôt dans le domaine médical. Mais dans l'industrie, ça existe aussi. Ça se fait relativement peu. Il y a des soucis de qualification, d'explicabilité. On a besoin de pouvoir faire confiance aux IA. Et du coup, les industriels sont encore assez sur des stades assez en amont, sur des études amont, des choses comme ça. Donc en fait, par exemple, à SNCF qui propose qui sponsorise un challenge où on a un réseau de trains, donc on ne voit pas bien, mais il y a des petits trains là qui doivent circuler. Le but, c'est de faire en sorte que tout le monde arrive à l'heure, sans accident, sans retard majeur, et que tout le monde arrive à destination. Et l'idée, c'est que
moi je dois construire, la SNCF me fournit le simulateur, et moi je dois faire un orchestrateur de tout le réseau ferroviaire. Bon, ça ressemble beaucoup à un jeu vidéo, mais là, pour la SNCF, on imagine très très bien les implications, ou pour la RATP ou autre chose, on imagine très très bien les implications que ça peut avoir, et au final, leur gestion de leur parc de trains et de véhicules, ça ressemble quand même beaucoup à un jeu vidéo en vrai. J'ai un écran bleu. On a aussi des applications un peu plus orientées robotiques. Il y a Amazon qui propose un challenge où ils nous fournissent la voiture, il y a une petite caméra, des robots, tout ça. Ils nous fournissent un simulateur et ils organisent une compétition. Il faut que la voiture aille le plus vite possible sur un circuit préétabli. Et donc il y a des compétitions de ça qui sont organisées un petit peu comme la RoboCup, mais version renforcement. La RoboCup, c'est plus électronique, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais ça reste encore un petit peu du challenge, c'est plus pour la beauté du sport qu'autre chose. On a aussi des exemples, par contre, qui sont vraiment des exemples qui sont entrés en production dans l'industrie. Donc là, c'est qu'on a un niveau de maturité extrêmement important. Il y a Google, alors les X-Labs de Google, qui ont mis au point des ballons stratosphériques sur lesquels ils ont attaché une antenne relais pour aller distribuer Internet dans des régions du monde où il n'y a pas forcément de réseau câblé ou des choses comme ça. Et là où on a mis de l'IA, qui a été entraîné par renforcement, c'est dans comment est-ce que je contrôle la position de mon ballon. Mon ballon, si je veux il faut à peu près qu'il reste au même point, parce que c'est censé être une antenne relais, sauf qu'en fonction des conditions météo, du vent, de la température, tout ça, il n'arrête pas de bouger. Il faut que je puisse le contrôler, qu'il reste à la même position, sans qu'il consomme trop de carburant, parce que j'ai un petit panneau solaire avec moi, donc je n'ai pas non plus un moteur de F16 avec moi, donc je ne peux pas trop me déplacer. Il y a vraiment plein de conditions, et ils ont réussi à mettre ça en place. Bon, il se trouve aujourd'hui que c'est un projet qui est en suspens, mais voilà. Et de manière un petit peu moins physique, il y a par exemple Zynga qui utilise du renforcement pour faire des notifications personnalisées. C'est-à-dire quand vous jouez au jeu Words, il étudie votre comportement pour apprendre à quel moment est-ce qu'il faut qu'il vous envoie la notification pour dire hey, c'est le moment de jouer. Parce qu'il sait, moi s'il me l'envoie à 22h, je dors déjà. Par contre, s'il me l'envoie à 21h, peut-être que je vais être plus propice à jouer à ce moment-là. Son but à lui, c'est de faire en sorte que je clique le plus possible sur la notification. Parce que forcément, pour eux, ça a un coût d'envoyer une notification. C'est du réseau, c'est tout ça, c'est de l'argent. Donc, ils ont intérêt à ne pas dépenser de l'argent inutilement. Donc, il y a quand même des petits cas qui commencent à exister, des petits use cases qui commencent à apparaître dans l'industrie. Et qui existent, qui passent en production. Ce n'est pas des choses très graves encore. On n'est pas sur du conseil ou du robot qui organise une chirurgie ou des choses comme ça. Mais bon, ça commence à prendre effet. Et donc je disais, je travaille à Delphox, qui est une start-up qui est concentrée vraiment notre cœur techno, c'est l'apprentissage par renforcement et des réseaux de neurones qui sont derrière. Et on fait pas mal de robotique, enfin on exploite de la robotique. Pour resituer un petit peu le cadre, en fait, on va faire de l'apprentissage, donc modèle free essentiellement, parce que nous, on va déplacer des robots dans des environnements qui sont extrêmement difficiles à simuler. On peut en faire des approximations, mais typiquement, je vais faire voler des drones. Je n'ai pas forcément le temps de m'amuser à simuler tous les phénomènes météorologiques possibles qu'un drone pourrait rencontrer. Donc moi, je vais considérer qu'il n'y a pas d'atmosphère. Mon drone, il vole à iso-altitude, à iso-vitesse, et puis voilà. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir aller voir dans le futur faire du model based, donc je fais essentiellement du model free. On fait beaucoup de contrôle continu. Le contrôle continu, c'est par opposition au contrôle discret. Le contrôle discret, c'est vraiment j'appuie sur des boutons dans une manette. Contrôle continu, si vous voulez, je vais plus contrôler un joystick, donc je peux être un petit peu plus fin. C'est un problème un peu plus compliqué, mais voilà. Et on va surtout faire du multi-agent, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir un seul agent qui va apprendre à jouer à un jeu vidéo comme si c'était un joueur isolé, mais je vais vraiment avoir plusieurs entités qui doivent, par exemple, voler en formation. C'est des drones qui doivent voler pour faire une patrouille de n'importe quoi. Et je veux qu'ils respectent une formation, et je veux qu'il y ait une espèce d'intelligence d'essaim. J'ai un essaim de drone qui ne soit pas non plus complètement chaotique. Donc là, c'est des défis pour nous, de faire en sorte qu'ils apprennent à coopérer. Et en particulier, à l'échelle de Delphox, je reparlerai un petit peu après de ce que moi je fais plus tous les jours,
Mais à l'échelle de Delphox, ce qu'on fait, c'est que dans la boucle d'URL, on design l'environnement, donc c'est un peu de simulation physique. Donc là, c'est des petites boules rouges et vertes qui se déplacent comme si elles étaient contrôlées par un joystick. Il faut que les boules rouges attrapent les boules vertes et il faut que les boules vertes attrapent les boules bleues sans se faire attraper par les boules rouges. Et elles peuvent se cacher derrière la boule noire. Donc on construit ces environnements-là en 2D, en 3D et après on le fait dans la réalité. Évidemment, là je dis que mes boules vertes, en fait, c'est des drones terrestres. Mes boules rouges, c'est des drones aériens. Et en fait, c'est des petits bonhommes qui se courent après. On travaille pas mal pour le secteur de la défense, donc pour eux, c'est assez illustratif comme domaine. Donc on fait des environnements, on fait des fonctions de récompense. Très souvent, nos clients en fait, vont nous dire « voilà, j'ai telle mission à remplir ». Ils nous le disent dans leur langage, dans leur métier. Nous, il faut qu'on traduise ça dans un système de récompense. Par exemple, je prends l'exemple de mon drone volant. S'il s'écrase, il a perdu, -1 point. S'il s'éloigne trop loin du terrain, il a perdu, -1 point. S'il atteint un objectif, il a gagné +1 point. Et donc, ça c'est vraiment très très schématique, mais du coup, nous, on construit ces fonctions de récompense de manière à ce que l'entraînement des IA se fasse comme on l'espère, et comme les clients l'espèrent surtout. On design aussi les réseaux de neurones, donc là, on a tout un tas d'architectures qui existent. On en a vu des convolutions 1D, 2D, il y a des transformers qui ont été évoqués. Il y a vraiment énormément de façons de construire les réseaux de neurones, les couches cachées des réseaux de neurones. On s'occupe de ça. Vraiment, c'est hyper intéressant. C'est un boulot en soi de construire bien les réseaux de neurones. Et ensuite, il y avait mon petit arbre tout à l'heure, il faut choisir l'algo de renforcement qui va aller bien, il faut choisir les paramètres qui vont bien aller, il faut optimiser les paramètres du réseau de neurones, donc les poids des neurones. Il faut aussi optimiser les paramètres de l'algorithme d'entraînement, donc l'algorithme qui orchestre toute cette boucle, du style combien je fais d'itérations de ça et combien je fais d'itérations de ça à chaque fois. C'est vraiment de l'optimisation un peu bête et méchante. Et on s'intéresse aussi à comment est-ce qu'on l'entraîne. On parlait un petit peu tout à l'heure de transfert de connaissances, de transfert learning. J'entraîne une IA à reconnaître des chats et des chiens. Très bien. Je coupe juste la sortie chat-chien et je vais mettre reconnaît les chats et les souris. Et j'espère que, en faisant un système de fine-tuning, on va faire en sorte que ça marche, qu'elle arrive en s'entraînant sur un jeu très très réduit de chats-souris, qu'elle arrive à les reconnaître, alors qu'initialement elle s'était entraînée à reconnaître des chats et des chiens. Là, c'est un peu pareil, on peut faire un réseau qui s'entraîne à se déplacer en 2D. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire une représentation un peu abstraite de ce qu'il voit, de ce qu'il fait. On va dire, voilà, ta sortie, elle est plus en 2D maintenant, je coupe la sortie du réseau de neurones, j'enlève la dernière couche et je la remplace par une couche qui, elle, me permet de passer en 3D. Et je rentraîne, je fine-tune, je réentraîne très très peu. Et du coup, j'ai majoritairement entraîné en 2D, puis ensuite un tout petit peu en 3D, et c'est censé fonctionner en 3D. L'intérêt, c'est que ça se trouve, ma simulation en 2D, elle est extrêmement rapide, donc là, je vais pouvoir m'entraîner vite, alors que ma simulation en 3D, elle est extrêmement lente, et donc là, je ne pourrais pas m'entraîner autant en 3D que je l'ai fait en 2D. Voilà, on s'occupe un peu de toutes ces choses-là. On essaie aussi de faire des petites choses pédagogiques du style, si je lui donne tous les objectifs d'un coup, il y a peut-être trop de choses à apprendre, donc il ne va pas s'en sortir. Donc ça se trouve, le petit vert là, qui est là, qui au début, sa mission finale, c'est de se cacher des rouges et d'attraper les bleus. Au début, je vais lui dire, les rouges, de toute façon, tu ne les vois pas, ils ne te font rien. Déjà, va sur les bleus, ce sera pas mal. Et ensuite, je vais lui dire, esquive les rouges sans t'occuper des bleus, on verra la suite après. Et après, j'essaie de mettre tous ensemble. C'est vraiment, voilà, toute la procédure d'entraînement de l'IA jusqu'à ce qu'elle arrive en fait dans les mains d'un client final qui, lui, fera ses applications à côté. Ça marche. Je vous ai fait une petite vidéo. Alors, je vous ai fait une petite vidéo, il y a 4 ou 5 use cases de résultats. Alors, je ne rentre pas du tout dans les méthodes, je vais plus vous montrer les résultats, en plus c'est un peu visuel, donc c'est cool. Des choses qu'on a pu faire au sein de Delphox, alors c'est surtout du contrôle de drones, qui soient des entités, on imagine vraiment un quadricoptère qui se déplace, ou un radar qui s'oriente, ou des choses comme ça. Le premier, c'est du vol en formation. Il y a 3 équipes qui vont voler. Elles ont tout un itinéraire à suivre qui est symbolisé par un petit point rouge. Allô, allô.
est-ce qu'il y a un bouton play quelque part? Ouais. Merci. Donc là, il y a il y a une trajectoire de référence à suivre. Donc mes avions, déjà, il faut qu'ils suivent leur trajectoire. En plus, il faut qu'ils volent en formation. Alors, c'est des avions, enfin, c'est représenté par des avions, mais en vrai, c'est des drones, parce qu'un avion, ça ne recule pas. Et en plus, il ne faut pas qu'ils se rendent dedans. Donc, des fois, ils se passent très très près les uns des autres, mais faites-moi confiance, ils ne se rendent pas dedans. Même si on dirait parfois. On a aussi un autre use case, donc là, c'est des radars. J'ai un avion qui va voler. Alors lui, il est complètement scripté, on ne s'en occupe pas. Et en fait, j'ai 2 radars qui doivent suivre cet avion-là. Et la particularité, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Les 2 radars ne peuvent pas voir forcément en même temps. Et donc là, ce qu'ils devaient apprendre, déjà, c'est à s'orienter correctement. Et en plus, à communiquer entre eux pour faire en sorte que le radar de gauche, là, par exemple, il soit déjà prêt, il soit déjà bien orienté pour l'arrivée prochaine du truc à suivre. Et donc là, on a vraiment un jeu de ping-pong qui se fait. Une fois qu'on sait faire de la navigation 2D, c'est ce que je vous disais, on peut faire de la navigation en 3D. C'est un petit peu plus difficile à visualiser, mais là, on a un agent bleu qui doit rentrer dans la sphère verte, tout en esquivant les obstacles qui sont rouges. Donc les obstacles, des fois, ils ont un mouvement brownien, des fois, ils suivent le bonhomme. Et il y arrive. J'ai remis 2 fois la vidéo parce que vraiment, elle est très bien. Et du coup, on a un agent qui a appris, alors à force de faire des essais et des erreurs, il a appris qu'il ne fallait pas trop s'approcher des boules rouges parce que s'il y en a une qui le touche, il a perdu, la partie s'arrête. Et une fois qu'on sait faire ça, et ben on fait la même, mais avec 2 agents. Donc là, il y en a, ça va bouger un peu, je suis désolé, ça fait un peu mal au cœur. Il y a 2 objectifs. Alors, les objectifs ne sont pas assignés à chacun des agents, et il faut que les agents en fait touchent les objectifs. C'est vraiment un jeu de chat souris. Bon là, il ne bouge pas parce que c'était dans cet exemple-là. Et en fait, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se répartissent un peu la zone du terrain. On a cet agent-là qui reste en bas, qui fait sa petite vie en bas. Et voilà. Et l'autre qui est resté en haut. J'aurais dû la remettre une fois de plus. Et plus intéressant, là, on apparaît toujours une simulation qui est en 3D. On a 2 agents qui se promènent. Et en fait, les réseaux de neurones qui contrôlent ces agents qui sont dans une simulation, ils vont contrôler aussi des drones qui sont en train de voler pour de vrai et qui ne sont pas du tout contrôlés par une manette. Donc là, on a vraiment des drones qui sont en train de simuler un jeu. Alors forcément, c'est moins impressionnant avec des drones parce qu'il n'y a pas les bruitages et les explosions. Mais on a vraiment des agents ici qui doivent attraper ces agents-là. On peut imaginer que c'est des avions, par exemple, ou des chats et des souris, comme vous voulez. Ce qui est réalisé dans la simulation est transposé à la réalité. Et ça, mine de rien, c'est un défi majeur parce que sortir de la simulation avec son cadre un peu parfait pour aller dans le monde réel avec son cadre pas du tout parfait et très très imprévisible, ça reste un défi quand même. Voilà, ça, c'était pour les petites applications, les applications qu'on fait au sein de Delphox. Je ne vous présente pas tout et je vous présente surtout des projets qu'on a terminés. Et comme j'ai un parcours de bioinformatique à la base quand même, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a du Deep Reinforcement Learning en bioinformatique? La réponse est bien sûr oui, parce que sinon je ne serais pas là. Et ce qui m'a étonné en plus, c'est vraiment la diversité des applications. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que faire de l'apprentissage supervisé, il faut des données d'entrée, les résultats attendus, on entraîne un modèle de régression de n'importe quoi, et ça marche, c'est censé marcher. Sauf qu'obtenir ces données de référence, ça peut être difficile, et par contre, on peut donner un score. Et il y a plusieurs applications qui existent, notamment une que j'aime bien, je l'ai rangée où? C'est celle-là, qui est assez proche de la robotique, c'est j'ai un IRM, avec un patient, je suspecte un problème au genou. J'ai pas envie de faire l'intégralité des photos du genou, de toutes les tranches du genou, parce que ça prend du temps, parce que mon patient, ça se trouve, il est malade dans les IRM, et j'ai pas très envie qu'il soit malade dans mon IRM. Donc je vais faire en sorte que l'intervention soit la plus rapide possible. Et donc je vais déléguer à une IA la programmation du protocole. Et l'IA, elle va me dire, pour ce patient-là, je crois qu'il faut que tu fasses une photo à cet endroit-là, là, là et là. Et je vais faire 4 photos et j'aurai toutes les informations qu'il faut pour avoir des informations pertinentes pour le diagnostic.
et je ne vais pas avoir besoin d'avoir les 6000 photos qui font mon diagnostic normal. Donc ça permet vraiment de gagner du temps, ça permet de gagner en confort pour les patients, ça permet de gagner en pertinence un peu pour les praticiens, parce qu'ils vont avoir moins de données à analyser et des données un petit peu plus pertinentes, donc c'est vraiment intéressant. Et là, l'idée, c'est que j'ai un IRM, c'est jamais qu'un robot, donc c'est de la robotique, et ma récompense, ça peut être la qualité de la reconstruction, j'ai bien retrouvé ce que je cherchais. Bon, il y a peut-être des biais là-dedans, mais pour l'instant, on verra plus tard. J'ai bien retrouvé ce que je cherchais, mon patient est resté le moins longtemps possible dans la machine, j'ai pas fait des choses inutiles. Voilà. Et moi, je peux lui, en tant que programmeur, je peux lui indiquer, ça, c'est vraiment ce quoi tu dois vers tendre, c'est vraiment le confort de l'utilisateur, par exemple, et la qualité du diagnostic. Et ça, je peux l'exprimer sous forme d'une fonction de récompense. Par contre, je peux très difficilement, c'est peut-être possible, mais je peux très difficilement l'exprimer sous forme de label attendu en cas d'une observation. Après, il y a des choses intéressantes, notamment sur la manipulation des graphes. Alors, la reconstruction des génomes, c'est de la manipulation de graphes et des traversées de graphes notamment. C'est des problèmes assez complexes et en fait, les réseaux de neurones peuvent permettre d'apporter une simplification, une estimation de tout ça et permettre de reconstruire des réseaux de neurones, reconstruire des génomes, alors de manière approximative, mais de manière beaucoup plus rapide. Il y a peut-être des choses à faire là-dedans. Bon, après, il y a vraiment des choses du style cell migration. Donc là, on a des cellules qui se déplacent. Ça ressemble un petit peu à mes patates qui se couraient après tout à l'heure. Savoir dans quelle formation elles vont arriver, est-ce que ça va donner un truc crédible ou pas à la fin. Et un truc que j'aimais bien, parce que c'est carrément futuriste, c'est lui. C'est pour faire des interfaces cerveau-machine. Parce que notre cerveau, avec sa plasticité, il passe son temps à se reconfigurer, entre guillemets. Si je mets un système statique de l'autre côté qui est censé interpréter les signaux, mes signaux d'arrivée, enfin mes signaux qui sortent de mon cerveau vont constamment changer. La machine, elle va complètement être en PLS si elle ne s'adapte pas en fait. Et donc ça peut être un truc très intéressant. C'est carrément futuriste, mais ça peut être très intéressant. Donc, plusieurs applications du Deep Reinforcement Learning en bioinformatique. Ça reste toujours intéressant. C'est jamais qu'une reformulation d'un problème, en fait. Si je peux l'avoir supervisé, tant mieux. Si je peux pas le faire, mais que je peux le formuler sous forme d'une fonction de récompense, alors ça peut être un truc intéressant à faire. Ça va pas sans quelques petits défis quand même. Le plus gros défi, donc forcément, c'est la donnée, mais ça, n'importe qui travaille dans le machine learning vous le dira. Moi, j'ai aussi un problème de simulation, c'est-à-dire que des fois, j'ai mes simulateurs qui vont être extrêmement précis, mais je vais mettre 10 secondes en simulation à simuler une demi-seconde de vie réelle. Et donc, en fait, je vais mettre énormément de temps à apprendre des choses. J'ai aussi des problématiques, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais est-ce qu'à ce moment-là, il faut plutôt que j'explore des nouvelles possibilités ou est-ce qu'il faut que vraiment que je fasse ce que je sais faire et que j'exploite ce que je connais déjà. Ça peut être nécessaire. Vraiment, la coopération, c'est aussi un grand problème, un grand défi. La planification aussi. Ça, c'est vraiment pour les problèmes qui nous occupent et qu'on a un petit peu vu. Et après, c'est des problèmes un petit peu plus génériques au réseau de neurones. C'est vraiment les problématiques de généralisation. Mon réseau de neurones, je l'envoie dans la nature. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir quand il va voir un arbre qu'il n'a jamais vu ? Ça rejoint un petit peu le reality gap. Le passage de la simulation au réel aussi peut être un problème et du coup il y a des méthodes pour ça. L'explicabilité, c'est vraiment un sujet majeur ou qui va pas tarder à devenir majeur, publiquement je veux dire, parce qu'en fait si un jour on veut adopter du renforcement et même des réseaux de neurones de manière industrielle, tant qu'on ne sera pas capable de justifier les décisions d'un réseau de neurones, et je veux dire justifier ça formellement, mathématiquement, avec des preuves et tout ça, il n'y aura pas de réseau de neurones dans des applications critiques. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais décoller une fusée, ou on ne fera jamais une intervention chirurgicale par un robot qui est piloté par un système qui n'est pas capable de me dire ce qu'il est en train de faire ou qui n'est pas capable de me dire ce qu'il va faire. Donc il y a vraiment des gros enjeux là-dessus. Et après, un des autres enjeux aussi, c'est... alors, il y en a qui appellent ça de l'intelligence artificielle générale, enfin, AGI, j'ai oublié le titre. Mais c'est vraiment de l'intelligence au niveau humain. C'est-à-dire il y a un jeu que vous n'avez jamais vu, qui vient de sortir sur la Switch. Et
vous allez déjà avoir des réflexes, des mécaniques que vous allez comprendre, vous allez réexploiter des connaissances que vous avez déjà acquis dans les autres jeux, ou même que vous avez lu quelque part, ou qu'on vous a appris à l'école ou n'importe où. Et vous allez être directement capable de les transposer, ou en tout cas essayer de les transposer, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins vous aurez essayé, sur cette nouvelle problématique. Donc il y a vraiment une notion de réutiliser des connaissances qu'on a déjà sur des nouvelles problématiques qui pourrait caractériser le niveau d'intelligence humain, parce que là on a des IA qui sont extrêmement douées pour jouer au casse-briques, mais si on les met sur un autre jeu, elles sont complètement nulles, alors qu'un être humain, normalement, il devrait s'en sortir un peu mieux. Ça, c'était pour la partie vraiment apprentissage par renforcement, machine learning, tout ça. Et comme je sais que vous êtes bientôt ou depuis peu diplômés, je voulais vous parler un petit peu aussi du monde de la start-up, enfin de l'entreprise privée et de la start-up un peu plus en particulier. Donc je travaille à Bordeaux dans une boîte qui s'appelle Delphox, qui existe depuis 2018. Moi j'ai soutenu ma thèse en 2019, ouais, c'est ça. Qui embauche 17 personnes et on bosse avec des clients tout à fait prestigieux sur des problématiques essentiellement de défense. Mon boulot personnel de tous les jours, c'est essentiellement de la prospection technique et scientifique, c'est-à-dire que je vais faire de la biblio, je vais faire de la veille bibliographique, je vois que y a machin qui a sorti une super nouvelle techno pour ces problématiques de traitement du langage. Est-ce que moi, ça peut m'intéresser dans mes problématiques de renforcement ? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc c'est mon boulot, c'est une partie de mon boulot de faire un petit peu cette veille biblio et d'évaluer est-ce que ça a un intérêt pour moi et pour mes clients. Et du coup, une fois que j'ai validé ou invalidé des choses, une fois que je les ai validées, je vais essayer de les tester. Donc là, les premiers tests, c'est vraiment sur des petits jeux tout simples. Si je vois déjà que ça ne marche pas là, c'est poubelle, on passe au suivant. Désolé pour l'auteur de l'article. Et après, une fois qu'on voit que ça commence à marcher, que c'est un peu prometteur, là, on va aller faire des preuves de concept sur des cas d'application qui nous intéressent, nous, du style contrôle de robots en simulation d'abord. Et une fois que ça, c'est fait, que ça marche, que sur le plan scientifique, ça marche, que sur le plan technique, c'est très prometteur, ensuite, je vais aller aider les ingénieurs qui bossent avec moi, pour emmener ça jusqu'à des clients, en fait, parce qu'il y a quand même un grand chemin entre l'article scientifique et le logiciel qui est prêt à être installé sur un petit drone qui va aller faire des petites patrouilles pour vérifier s'il n'y a pas des fissures dans les ponts, des choses comme ça. Il y a vraiment tout un énorme travail à faire. Et donc moi, je fais un petit peu les étapes amont et ensuite je passe le bébé à mes collègues ingénieurs qui vont aller mettre ces méthodes-là, si elles sont pertinentes, dans les mains, dans les outils qui vont être livrés aux clients. Et c'est la foire au logo. C'était aussi pour vous parler un petit peu des différents outils qui existent et que j'utilise. Linux, indispensable. Python, indispensable. Avec Numba, c'est pour compiler du Python, c'est hyper bien. La stack scientifique de Python, c'est indispensable si vous faites du machine learning là, ces outils-là, vous serez dedans si vous n'y êtes pas déjà. Pour la partie réseau de neurones, essentiellement Keras et PyTorch qui m'occupent. Si jamais, alors c'est vraiment si vous ne les connaissiez pas et que vous voulez vous intéresser à la question, allez voir ces outils-là, je peux faire des choses très intéressantes. Pour la partie RL, on utilise un outil essentiellement qui s'appelle RLlib. On utilise l'outil, quoi. Et puis voilà, vraiment le type d'outil qu'on utilise quand on travaille dans une start-up, outre Word et Excel, qui peuvent éventuellement, si ça vous intéresse de travailler dans ce genre de domaine, c'est intéressant toujours sur vos CV de savoir que vous connaissez au moins le nom de NumPy. Ça met un petit peu de sérieux sur votre profil de data scientist. Voilà pour ma présentation. Je vous invite à... Est-ce qu'on a des questions déjà ou pas? Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, au fond, Raphaël, au fond,
Au milieu, ouais. Bonjour et merci, ou bonsoir d'ailleurs. Lorsque vous faites de l'apprentissage par renforcement, là, avec par exemple aller dans la boule bleue, puis éviter les boules rouges, puis faire les deux en même temps, est-ce qu'on peut imaginer faire tout ça en un seul apprentissage, avec par exemple plusieurs fonctions de coûts différentes lors de l'apprentissage, par exemple? On peut complètement l'imaginer, ça se fait. Le problème généralement, c'est qu'on va avoir beaucoup de signaux contradictoires. Si je lui demande de tout apprendre en même temps, il va gagner des points parce il remplit bien la première mission, mais il va en perdre parce qu'il remplit mal la deuxième. Donc nous, du coup, on découpe en deux étapes avec deux fonctions de récompense différentes. Et après, on fait une étape de fusion. Après, le score qu'on donne dans la boucle de RL, c'est aujourd'hui en tout cas une seule valeur. Ça s'envisage très sérieusement de donner plusieurs scores en même temps en lui disant tu dois optimiser tous les scores. Aujourd'hui, par les outils qu'on utilise, on est contraint à un seul score. Mais du coup, ce score actuel, c'est la somme de tous les scores sous-jacents. Mais c'est possible. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'avais une question moins technique. Donc, tu viens d'un parcours de bioinformatique. Ouais. Comment on passe d'un parcours de bioinformatique à travailler dans une start-up qui bosse pour des entreprises de l'armement, du spatial et de l'aéronautique? La chance. Non, c'est pas la... Non, alors j'ai un parcours bioinfo et durant ma thèse, du coup, je me suis un petit peu intéressé à comment est-ce qu'on représentait des séquences. J'ai découvert les réseaux de neurones à ce moment-là, DNA2Vec notamment. Je me suis intéressé du coup au réseau de neurones de manière générale et en cherchant un boulot après ma thèse, parce qu'il fallait bien, j'ai trouvé une boîte où en fait, c'est ma boîte actuelle, c'est le cœur de la techno, c'est les réseaux de neurones et l'apprentissage par renforcement. Donc moi, c'est vraiment la techno sous-jacente qui m'a permis de faire cette bascule. Et je crois que Tristan en parlait, qui travaille aussi pour de la défense, la cybersécurité. Le passage de l'un à l'autre est pas si violent que ça. Alors, certes, il faut. Est-ce qu'on a envie de travailler est-ce qu'on a envie de changer aussi violemment de domaine? Ça, c'est une question personnelle. Mais c'est vraiment les opportunités qui se font. Concrètement, je suis passé par une plateforme qui fait du recrutement. Tu mets ton CV, eux, ils font le matching avec des entreprises. Ils t'envoient ils provoquent un entretien, si les profils matchent. Et puis, il se trouve que moi, je recherchais de la techno des réseaux de neurones, l'entreprise en face aussi. L'application, c'était plutôt aérospatiale et défense. Mais ça matchait. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions entre-temps? Non. J'avais une question. J'avais une question, c'était pour savoir si ce genre de réseau, ça pouvait être utilisé pour essayer de modéliser des comportements de foule ou des comportements... par exemple, il y a un accident, tout le monde commence à se disperser de partout. Est-ce qu'on arrive à prédire ce genre de choses, sachant qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en fonction des... Alors, je sais que ça existe, notamment le logiciel qui a servi à faire les foules dans Le Seigneur des Anneaux. Massive, ça s'appelle. On peut faire des choses comme ça. Et en fait, ce qui va plutôt se passer, c'est que tu vas tu vas hardcoder les réactions des gens, avec des logiques un peu bizarres, des fois. Tu vas en mettre 50 000 dans la même pièce et tu leur demandes de sortir vite. Et tu peux étudier les points de... Est-ce que tes sorties sont bien placées? Quand tu fais ce genre de choses-là, malheureusement, tu t'attends pas à ce que les gens qui sont dans une situation de panique réagissent forcément intelligemment. Donc tu n'attends pas forcément à ce qu'elles apprennent. C'est peut-être pas forcément pertinent, mais tu pourrais, par contre, dire il y a une famille d'algorithmes là-dessus, j'ai des colonies de fourmis qui doivent relier un point A à un point B pour acheminer de la nourriture. Il faut qu'elles trouvent le chemin le plus court, le chemin le plus sûr, ou n'importe quel critère. Là, tu peux faire des fourmis qui apprennent. Après, il y a quand même une petite distinction. Quand tu as un seul agent très intelligent, les réseaux de neurones sont relativement bien adaptés à ce genre de choses.
quand tu as plein d'agents qui individuellement, je pense pour l'exemple des fourmis, qui individuellement ne sont pas forcément très très poussés dans leur raisonnement, par contre collectivement elles ont un comportement qui est impressionnant. Là les réseaux de neurones sont peut-être pas forcément la première solution. Ça se trouve un régresseur linéaire ça ferait très bien le faire, on ne sait pas. Mais par contre ça reste des systèmes que tu peux entraîner, parce que une régression linéaire ça s'entraîne aussi. Et tu peux envisager des systèmes multi-agents, massivement multi-agents, qui peuvent permettre d'étudier ce genre de problème de foule. Ok, merci. Pas de questions. Si, j'en aurais une autre. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible un jour que l'IA puisse complètement s'affranchir d'un contrôle humain, ou est-ce que c'est complètement une illusion? Dans la mesure où on peut débrancher l'ordi, à mon avis, elle pourra pas s'affranchir. Ça me paraît un peu futuriste et en vrai, ça me paraît très loin de ce que moi je fais tous les jours, ou même de ce que même DeepMind fait tous les jours, je crois. Donc à mon avis, elle s'en affranchira pas, parce que de toute façon, pour lancer le mécanisme, pour concevoir la boucle d'apprentissage, il faut quand même un être humain. Par contre, il y a quand même des gens qui travaillent à faire du méta-RL, où en fait on a un algorithme de RL qui apprend à programmer un algorithme de RL qui lui apprend à contrôler un drone ou quoi. Et ça permet de... J'ai plus la référence en tête, mais ça permet de faire t'as un système qui construit un système, qui construit une fonction, qui entraîne un agent. Mais du coup, pour lancer le système de base, tu as quand même toujours à l'intérieur, en tout cas la première itération, c'est un humain qui l'a fait. Après, de là à dire qu'un jour, c'est une IA qui fera une IA, ça me paraît très audacieux. En tout cas, de ce que je sais aujourd'hui de l'état du truc. Et sans aller jusque-là, juste au niveau de... Par exemple, on avait vu tout à l'heure avec la présentation d'Isabelle Bloch sur l'IA en analyse d'imagerie médicale, il y a toujours une vérification humaine qui s'impose. Est-ce que dans ce contexte-là, vous pensez qu'on peut s'en affranchir ou pas du tout? Ça va vraiment dépendre de l'application, parce que si mon aide à la décision, c'est j'affiche des notifications sur le téléphone des gens, là c'est tranquille, je risque rien. Le truc le plus grave qui m'arrivera, c'est d'envoyer une notification, ça va. Par contre, si je commence à faire du contrôle aérien ou du contrôle ferroviaire et que j'ai une IA qui commence à faire n'importe quoi, là j'ai des vies, ou même de la conduite autonome, là c'est pas les mêmes enjeux. Donc dans ces cas-là, il y a effectivement un contexte juridique à fixer pour dire concrètement en cas d'accident qui est responsable, parce que du coup, juridiquement, il faudra un responsable. Et aujourd'hui, avec la juridiction qu'il y a forcément un humain qui doit intervenir à un moment. Sur les Tesla, en France en tout cas, il faut avoir les mains sur le volant. Il y a la conduite complètement autonome n'est pas autorisée parce que le cadre juridique notamment, et même un peu le cadre technique en vrai, n'est pas complètement fixé. Donc, pour l'instant, il y aura toujours des humains. Et plus l'application est critique, plus l'autonomie sera tardive. Mais un jour, en fait, on fera tellement confiance aux IA que c'est comme Siri, c'est que l'IA, ça n'a pas un impact gravissime si ça se trompe. Et aujourd'hui, en fait, à force de s'en servir, on lui fait extrêmement confiance. Extrêmement. On est aussi en mesure de juger, mais on a tendance à lui faire confiance. Ça se trouve pour des voitures autonomes. Les premières, on sera très très hésitant et on va voir qu'en fait, ça se débrouille excessivement bien. Et avec le temps, ça rentrera dans les mœurs. Et peut-être que voilà, il y a un processus d'adaptation. Alors certes, les IA, il faut qu'elles s'adaptent aux humains, parce que forcément, tu conduis, quand c'est des voitures autonomes, tu conduis avec d'autres usagers de la route. Mais tu vas aussi avoir une IA qui s'adapte à l'humain, mais aussi des humains qui vont s'adapter à l'IA. Nous aussi, on est apprenants, donc ça va être un processus à deux qui va se faire. J'ai aucune idée de combien de temps ça peut prendre et si vraiment ça se passera comme ça, mais un jour, je pense qu'on les coupera parce qu'on délègue beaucoup de choses à des IA. La conduite, à part la conduite sportive, c'est un truc un petit peu redondant. Donc si un jour il y a des gens qui n'ont pas envie de conduire, ils diront hop, c'est l'IA et puis
ça me paraît pas, ça me paraît pas impossible de la dire quand est-ce que ça arrivera. Je sais pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être? Oui, en haut, Raphaël. Alors merci pour la présentation, donc c'était super didactique, j'ai adoré. J'avais une question pour toi. Donc dans ce que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est un travail qui demande de faire de la veille scientifique et donc de connaître relativement bien le mécanisme des IA que tu fais derrière. Du coup, je suppose que ça implique des maths assez, si je peux me permettre, énervées. Comment est-ce que tu as acquis ces compétences-là? Est-ce que c'était au cours de ta thèse? Est-ce que tu as fait du travail à côté? Et surtout, est-ce que c'était un mur assez dur à franchir ou pas? Alors, ça c'est globalement, j'ai acquéri tout ça globalement dans la douleur, pas se mentir, parce que j'aimais pas trop les stats au début. J'en ai pratiqué quand j'étais ingénieur d'études avant ma thèse, j'ai commencé à m'intéresser. Et en fait, c'est vraiment dans la pratique, c'est quand j'en avais besoin que j'ai appris les fondements de la chose. Et c'est vraiment par la pratique que je l'ai appris, mais c'est alors sur le tas. Durant ma thèse, alors ça c'est un confort extraordinaire qu'on a en thèse, c'est qu'on a le temps d'apprendre les trucs qu'on a envie d'apprendre. Et du coup, j'ai eu le temps de m'intéresser à comment ça fonctionnait les réseaux de neurones. Alors j'ai aussi suivi des cours, quand tu es en thèse, tu peux suivre des cours de Master 2. Alors j'ai suivi des cours de Master 2 maths spécifiquement sur le deep learning. Bon, j'avais pas le niveau à ce moment-là, mais voilà. Et du coup, c'était aussi l'occasion qui s'est présentée à ce moment-là. Donc c'était du travail supplémentaire par rapport à mes objectifs de thèse à ce moment-là, mais ça s'inscrivait, au final ça s'est inscrit dans le cadre de ma thèse. Et aujourd'hui j'en fais toujours. Alors j'ai une partie de veille biblio où je dois comprendre, il y a un auteur qui sort une nouvelle architecture, au hasard les transformers. C'est une architecture qui n'est pas excessivement simple à comprendre, mais j'ai le temps, ça fait partie de mon travail aussi de prendre le temps de comprendre ça. Et ça m'a pas forcément demandé, du travail supplémentaire personnel sur mon temps libre, bien que des fois j'essaye des petits trucs parce que voilà, je m'ennuie. J'ai perdu le fil. Mais ouais, non, du coup j'ai eu la chance de pouvoir l'intégrer à mon cursus global. Mais clairement, ça m'a bien aidé d'avoir des contacts qui savaient faire. De juste apprendre sur Open Classroom, c'est peut-être un peu brutal. Tu risques de pas tout avoir, de pas avoir la même vision en tout cas. Mais après, si tu es juste utilisateur des réseaux de neurones, que tu veux pas forcément t'intéresser à comment ça se passe dedans et que tu veux juste le résultat final, ça peut se tenter aussi. Et puis ça peut te permettre de mettre un premier pied à l'étrier. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, tu auras un problème. Du coup, tu vas t'intéresser à comment ça fonctionne derrière. Et puis c'est dans la pratique que ça rentrera au fur et à mesure. Mais oui, il y a beaucoup de maths. Merci. On a une autre question? Non. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup.